Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce live que nous avons choisi en ce 13 septembre 2024 de mettre en place. Un live qui vous permettra probablement de voir dans quelle mesure vous pourrez échanger avec nous. Dans son contenu global, axé autour de l'homme Ruben Omniobé, et nous espérons que nous aurons la chance non seulement de vous écouter, nous aurons la chance en même temps de s'écouter, et nous aurons la chance en même temps de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à bâtir ce qui nous est plus cher, c'est le Cameroun, c'est l'histoire du Cameroun, son indépendance qui plus que jamais a une place importante. Attendez. Très bien. Merci de vous installer confortablement, les amis, s'il vous plaît. Merci de vous installer confortablement. Ce que je peux vous demander en toute humilité, c'est de partager ce live. C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons échanger véritablement autour du sujet de ce matin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Sentez-vous chez vous, sentez-vous fiers. Voilà. J'espère que mes micros sont mis en place. Très bien. Allez. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, nous sommes exactement le 13 septembre 2024. Et ce 13 septembre est une date importante dans l'histoire du Cameroun, est une date marquante pour chaque Camerounais, d'ailleurs pour chaque Camerounais qui choisit de regarder les questions politiques sur le bon angle. Est-ce qu'on me rassure au moins qu'on est avec moi sur TikTok? On peut me laisser des commentaires pour me rassurer qu'on m'écoute. Est-ce que sur Facebook on m'écoute bonnement, sans souci, s'il vous plaît? Laissez-moi juste le commentaire en disant oui, nous t'écoutons. Juste le commentaire sur Facebook et TikTok en disant « Oui, nous t'écoutons ». Veuillez me rassurer les amis. Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Sachez en même temps que ce genre de live va à tout moment être attaqué. Parce que ce qu'on va dire ici va forcément pas plaire aux uns aux autres. Mais nous avons le devoir en même temps, de façon mémoriel, de revenir sur ces questions qui sont d'une importance capitale. Je voudrais avant toute chose saluer les fils et filles du Cameroun qui, en cette date importante, commémorent le décès de celui que nous appelions avec beaucoup de plaisir le Mpondol, c'est-à-dire celui qui porte le message des siens. Il s'appelait Ruben Omniobé. Facebook, soyez gentils. Il faut tapoter le live, il faut le partager parce que je sais pourquoi les gens l'attaquent. À peine on a commencé, on commence à attaquer les lives. C'est quoi le problème? C'est quoi? Au TikTok, vous qui êtes là, tapotez et partagez s'il vous plaît. Tapotez et partagez. On est déjà à 12h07, donc on n'a même pas encore commencé à parler. Et rapidement, le live attaqué. Je ne sais pas quel est l'intérêt. Pourtant, nous parlons de l'histoire du Cameroun simplement. Merci. Donc, ce que vous demande à faire, c'est de partager le live, c'est de tapoter. OK? Allez. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour à vous. En cette date du 13 septembre 2024, nous avons choisi simplement de rendre un vibrant hommage à celui qui aujourd'hui est reconnu comme étant le plus grand nationaliste camerounais pour tout ce qu'il a fait, pour son œuvre majestueuse, et celui même d'ailleurs qui a permis au Cameroun aujourd'hui d'avoir ce qu'on peut appeler une forte dose dans l'histoire de la politique camerounaise. Le dire en même temps, pour ceux qui me regarderont, j'ai tagué des noms des politiques du moment, Paul Biya, Maurice Kamto, pour ne citer que ces deux-là, parce que j'estime qu'il est important que la génération d'aujourd'hui, que les gens sachent exactement ce qui s'est passé hier, afin qu'on en soit où nous en sommes aujourd'hui, et que
la bribe ou les bribes d'histoire que je vais raconter ici soient de nature simplement à accepter que nous puissions nous partager ce que nous avons de meilleur. Ce que nous avons de meilleur, les amis, on vous le dit tout le temps, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Si nous n'avons pas d'histoire à raconter à nos enfants, nous n'avons pas d'âme. L'âme qui nous conduit, l'âme qui nous oriente, l'âme qui nous encadre, l'âme qui nous gouverne même quelque part. Donc, nous allons parler de notre histoire aujourd'hui et nous parlerons d'une Pondol. Nous parlerons de Ruben Oum-Niobé, assassiné le 13 septembre 1958 dans les forêts de Boum-Niébel par l'armée coloniale française et dont le corps a été traîné sur des kilomètres, attaché à un cheval, traîné dans le village et exposé en plein carrefour Boum-Niébel, donnant l'occasion aux uns aux autres de passer, regarder et de comprendre qu'enfin, l'un des plus grands résistants du nationalisme, je veux dire, résistant contre, en même temps, la colonisation est tombée. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. On ne peut pas parler de Oum-Niobé fondamentalement sans parler de l'UPC. Nous sommes d'accord, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. On ne peut pas parler de Oum-Niobé sans parler de la colonisation française. Impossible. On ne peut pas parler de Oum-Niobé sans parler de l'indépendance du Cameroun. Impossible. On ne peut pas parler de Oum-Niobé sans revenir sur les méandres de l'histoire coloniale et même l'actualité politique au niveau du Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas parler de Oum-Niobé si nous ne prenons pas sur nous fondamentalement de revenir même un tout petit peu sur l'histoire du Cameroun, partant de ce qu'on a réalisé un tout petit peu comme étant la découverte du Cameroun. Revenons sur la découverte du Cameroun par ce qu'on appelait les Portugais Fernando Po dans les années 1400, 1700, 1600 même d'ailleurs, même si les dates jusqu'aujourd'hui restent encore un tout petit peu confuses pour ceux et celles qui disent en même temps que c'était en 1700, il faut quand même rappeler que s'il y a une chose qui a permis à l'Europe de mieux pénétrer le continent africain, fondamentalement, c'était et c'est encore la traite négrière. Et les Portugais, vous le savez, ont mené véritablement cette traite négrière et venaient tout le temps sur les côtes Douala acheter, voilà, des esclaves qu'ils allaient à travers ce qu'on a appelé le fameux commerce triangulaire, revendre en Europe et qui devait servir en même temps de bête de somme dans les plantations de canne à sucre, de coton dans les îles françaises. Voilà, ce qu'on appelle les Antilles aujourd'hui. Et entre-temps, dans ce commerce triangulaire, rappelons-le fondamentalement, le Portugal a joué un rôle tout à fait important. Donc, le Portugal simplement faisait son commerce, était là, c'était le marché d'ivoire, les richesses, et il revendait, bon, il redonnait simplement à ce qu'on appelait les chefs d'Ouala, des miroirs, du sel, du vin, des whisky, et c'était avec ça, quelquefois, que l'on parvenait à acheter des esclaves africains. Bon, en même temps, même si cette section de l'histoire peut ne pas être forcément vraie, parce que tout porte à croire que dans l'histoire telle que racontée par le chasseur, il faut toujours tenter de déshumaniser, d'humilier l'Africain en démontrant que l'Africain a souhaité vendre son frère africain seulement parce qu'il voulait un miroir ou seulement parce qu'il voulait du vin rouge ou du vin blanc ou encore du sel et même du whisky. Donc, c'est quand même absurde qu'on soit à ce niveau, naturellement, de la pensée. Mais il est important que nous restons là-dessus. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu long. Je voudrais très humblement, pour ceux qui n'ont pas de data, ne prenez pas le risque de dire restez parce que vos data peuvent vous servir. Prenez peut-être le temps plus tard de charger le téléphone normalement et de revenir, écoutez ce que je vais dire. Pour ceux qui sont là présentement, peut-être qu'ils sont de passage, n'hésitez pas. Mais ceux qui sont sur TikTok, parce que là, c'est un peu compliqué, voilà. Mais je fais le live en même temps sur TikTok et sur Facebook. C'est juste une parenthèse. Je parlais bien sûr du Portugal. Le Portugal était là. Le Portugal a fait ce qu'il avait à faire. Enfin, ce qu'il avait à faire. Le Portugal. Entre-temps, le business entre le Portugal et les chefs Douala et les chefs locaux Douala, c'était peinard. Il n'y avait pas de soucis. On se plaignait pas de qui que ce soit. Mais seulement, on était dans une traite négrière. Il y avait les bras forts du continent, du Cameroun, qui étaient entre autres ressortis du Cameroun, et qui étaient ramenés sur des côtes et qui étaient revendus simplement. Entre-temps, on va dire, tout passe bien, jusqu'à ce que
la France sont encore dans une guerre tout à fait compliquée avec l'Allemagne qui va occuper une parcelle de la France qu'on appelle l'Alsace-Lorraine. Une chose qui n'a pas été digérée par les Français et qui se demandaient à chaque fois comment devraient-ils reprendre leur revanche dans l'esprit de la conquête allemande, qui visait simplement à voir comment étendre sa superficie, avoir un empire, avoir des terres plus grandes, etc. Et l'Allemagne, qui était une puissance de feu, en même temps en matière d'armée, s'est taguée au courant des années 1700 à livrer une guerre en même temps, contre 1800 je pense bien, contre cette France-là, et a occupé ce qu'on appelait l'Alsace-Lorraine. Je maîtrise peut-être pas bien ce segment d'histoire. Je vous ai dit que je suis pas historien, je ne suis qu'un Camerounais et un citoyen qui essaye à sa façon de porter sur la place publique un narratif et qui sera constructif et qui pourra peut-être permettre aux Camerounais de mieux comprendre les choses. On évoluera. Mais entre-temps, il y a ce qu'on appelait la fameuse conférence de Berlin, qui a duré de 1884 à 1885 et qui permettait aux colons européens et à l'ordre mondial de l'époque de voir comment mettre en place ce qu'on a appelé favorablement le partage du continent africain. Mais seulement, en même temps, on est en train de faire la conférence de Berlin à Berlin, organisée par Otto von Bismarck. Il y a également que les Allemands, les Portugais, les Français, les Anglais, les Belges et bon nombre de puissances européennes commençaient déjà à lorgner l'Afrique et aller sur le continent africain sans même attendre que le partage et le découpage soient faits comme il le faisait de ce côté-là. Seulement, en 1884, pour juillet 1884, pour le cas du Cameroun, il y aura quelque chose qui viendra gêner la tranquillité des Portugais au Cameroun. C'est bien sûr cette question de la colonisation. Mais il faut rappeler et remonter un tout petit peu le pont d'histoire en rappelant que l'Allemagne, dans sa puissance de feu, qui se battait à pouvoir conquérir de nouvelles terres, faisait véritablement peur au Portugal. Et les Portugais, très malins sur les bords, se sont rendus compte que voilà, le commerce qui était beaucoup plus présent au niveau du Cameroun, au niveau même de l'Afrique, ils vont aller dire aux Allemands qu'au lieu de faire la guerre sur le continent européen, il serait mieux qu'ensemble, qu'ils viennent chercher les richesses sur le continent africain, parce que l'Afrique regorge de plein de richesses. Vous le savez en même temps, nous sommes en plein cœur de ce qu'on a qualifié comme étant la révolution industrielle qui est en train de commencer dans les années 1800, etc. Tout va vite et il y a un besoin permanent de matières premières. Non seulement il y a ce besoin permanent de matières premières, ce sera très compliqué en même temps pour cette Europe-là d'avoir ces matières premières, quand on sait fondamentalement que le sous-sol européen basiquement est un sous-sol pauvre, contrairement au sous-sol africain qui est considéré comme étant le paradis terrestre. Alors c'est comme ça que les Portugais demanderont non seulement aux Allemands de venir avec eux, voir dans quelle mesure ils peuvent se faire les richesses sur le continent africain. Alors merci. Je voudrais vous rappeler que ce live peut être interrompu à tout moment parce que la qualité de la fourniture Internet qu'on a au Cameroun laisse vraiment à désirer et n'est pas de nature à nous aider à bien travailler. Et du coup là, je voudrais vous demander de vouloir vraiment être patient, de rester patient autant pour moi. Et si de temps en temps il y a des bugs, merci de bien vous positionner. Ça peut prendre 1 minute, parfois 2, donc restez simplement assez attentifs sur ce que nous allons faire ici. Je parlais bien évidemment, les amis, de cette puissance de feu allemande qui colonise tout sur son passage et le Portugal qui a convaincu l'Allemagne de ne pas faire la guerre sur le continent européen, mais plutôt de venir chercher les richesses sur le continent africain afin de développer les pays européens qui sont les leurs. Et c'est comme ça que la conférence de Berlin va s'organiser. Et dans cette conférence de Berlin, effectivement, qui s'organisera sans les Noirs, dans le partage de l'Afrique sans les Noirs en même temps, tout est mis en place pour voir comment les Européens vont étendre leur hégémonie, la colonisation, l'impérialisme européen à travers le continent africain. Ce qui, faut le dire, marchera bien, mais seulement le Portugal qui avait déjà pignon sur rue au Cameroun. D'ailleurs, il faut le rappeler, c'est grâce au Portugal que le nom du Cameroun a été trouvé, avec Fernando Po, qui s'est rendu compte qu'on mangeait beaucoup de crevettes ici, et les crevettes étant appelées en portugais
Camaroes, et ils ont baptisé effectivement le Vouri Rio dos Camaroes, qui deviendra plus tard Cameroun avec un K sous le Cameroun qui était sous protectorat allemand, et plus tard Cameroun avec un C qui est bien évidemment sous, je vais dire, la tutelle française, parce que le Cameroun n'a jamais été colonisé par la France, sous la tutelle française jusqu'à présent. Alors, l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est de Oumniobé. Mais seulement pour arriver à Oumniobé, il est toujours important qu'on revienne un peu sur ces éléments de notre passé colonial. Ce que je vais raconter ici, c'est que le Cameroun est un pays tout à fait particulier sur le continent africain, parce que si jamais il y a eu une revendication coloniale sanglante, meurtrière et sombre, le Cameroun est le pays qui a connu les massacres les plus sombres de la colonisation. Pour bien me comprendre, on va repartir un tout petit peu sur l'arrivée des Allemands au Cameroun en 1884. Déjà que les Allemands arrivent au Cameroun avec deux prétextes. Le premier prétexte, c'est de faire des recherches médicinales, en même temps, et de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter des soins de santé. Voilà le prétexte par lequel les Allemands pénètrent le Cameroun. Il faut aussi leur rappeler qu'ils avaient déjà signé de nombreux accords avec pas mal de chefs locaux au niveau de l'actuelle Guinée équatoriale. Et ils pénétreront le Cameroun tout doucement. C'est quoi ce truc? Voilà, je sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est mon appareil. Voilà. Alors, non seulement je disais que l'Allemagne avait signé pas mal d'accords avec quelques chefs locaux dans l'actuelle Guinée équatoriale, mais l'Allemagne va cibler le Cameroun, l'Allemagne entrera au Cameroun, et le 14 juillet 1884, le drapeau allemand flottera sur le plateau de Jos à Douala, marquant ainsi l'occupation allemande, bien sûr, dans la ville de, sur le Cameroun. Sur le Cameroun qui, en fait, l'Allemagne ne connaît pas encore l'intérieur du Cameroun, parce que l'Allemagne sait que j'ai occupé les bords de ce qu'on appelle le Cameroun, donc à Douala, au plateau de Jos, etc. Le drapeau allemand va flotter. Tant pour dire à tous ceux qui vont arriver que non, avant de venir ici, sachez que l'Allemagne est déjà, et c'est bien sûr le prisme de la colonisation qui est en train qui va en droite ligne, quoi, qui avance inéluctablement. L'histoire est tellement longue parce qu'on ne va pas revenir sur chaque segment, chaque élément. Parfois, ça peut sembler être un peu compliqué pour chacun d'entre nous. C'est vraiment une histoire assez longue aussi. Et les choses iront très bien pour les Allemands. Mais seulement c'est 20 ans plus tard que les peuples douala se rendront compte que l'Allemagne est dans une supercherie incroyable. L'Allemagne va pousser, arriver dans des zones de Boya, l'Allemagne ira plus loin, l'Allemagne va massacrer, je dis bien massacrer, des centaines, des milliers de Camerounais pour pouvoir s'imposer et surtout voir dans quelle mesure cette Allemagne-là, avec ses entreprises concessionnaires, va s'imposer ici, sur le continent, sur le Cameroun. Et vous le savez, le Cameroun étant une terre très fertile, l'Allemagne s'en est rendu compte. L'Allemagne va donc engager des cultures incroyables ici sur le Cameroun, notamment la culture de l'éveilla, la culture du café, la culture du cacao, la culture de la banane, etc. Tout ce qui passe avec, l'Allemagne se rend compte que les terres sont extrêmement fertiles. Mais seulement on va évoluer. Il y a eu ce qu'on a appelé à un moment donné une phase de l'histoire ici à Douala naturellement, ce qu'on appelait le cross Douala. Et dans le cross Douala, effectivement, l'Allemagne avait techniquement chié là. Voilà. Internet me fait chier complètement. MTN, tu me fais chier complètement. Complètement avec ton Internet. Ça, je le dis, et puis, je ne mets pas de gants. C'est MTN qui me fournit Internet et me fait des misères, vous n'avez pas idée. Voilà. C'est incroyable que vous payez quand même 35 000 francs le mois, qui n'est pas loin du SMIC camerounais, et que ce soit plus cher même qu'en Europe. Excusez-moi, les amis. Internet au Cameroun, c'est la merde. Excusez-moi. Vraiment. J'espère que vous allez me comprendre. Tous ces bugs-là, je dis, j'utilise MTN. Si MTN peut me porter plainte, il n'y a pas de problème. Je dis, j'utilise MTN que voici. Voilà la merde que j'ai en main et qui est bien sûr considérée comme étant le fournisseur d'Internet au Cameroun et qui me fait payer 35 000 francs le mois. Voilà. MTN. Donc je ne peux pas travailler convenablement. Je ne peux pas prendre sur moi de faire mes lives convenablement.
Je ne peux pas prendre sur moi d'éduquer mes compatriotes convenablement. Je ne peux pas prendre sur moi d'enseigner, de partager, d'échanger mes compatriotes convenablement. Pourtant, je paye mensuellement. C'est ça. C'est ce truc-là. C'est pour ceux qui me regardent sur Facebook. Parce que malheureusement, sur TikTok, je suis pas... On me regarde pas sur TikTok. Regardez, c'est ce truc-là qui me sert de bourse Internet. Toute une merde en même temps. Je ne peux même pas travailler convenablement. Il faut le leur dire. C'est quoi ce truc-là? Boris Roa qui pose une question. Avant les Portugais, les indigènes Cameroun appelaient le Cameroun comment? Le Cameroun jusqu'ici n'avait pas de nom. Parce qu'on te dit que la base de l'appellation du Cameroun part des Portugais avec Fernando Po. En parlant de Rio dos Camarues, ils ont appelé Camarues, c'est-à-dire crevettes, 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 crevettes. Donc ils ont qualifié des terres, les premières terres, Douala, de crevettes, et finalement c'est devenu Camarues. Entre-temps, les Allemands ont pris Cameroun avec un K, et les Français sont revenus avec un C, malheureusement, et même les Allemands, enfin les Anglais. J'étais sur un pan de l'histoire du Cameroun. Je vous parlais fondamentalement de ce qui est considéré comme étant l'une des supercheries incroyables de l'Allemagne. L'Allemagne qui est entrée en disant, ben non, je viens au Cameroun parce que je vais faire des recherches pharmaceutiques. Dans la pharmacie, je fais des recherches, etc. Et l'Allemagne, pendant plus de 20 ans, va occuper le Cameroun. Et avant que les Camerounais n'ouvrent les yeux, l'Allemagne aurait déjà occupé le Cameroun et engagé des entreprises ici sous, s'il vous plaît, l'accord du chancelier allemand Otto von Bismarck qui dira à tous les concessionnaires allemands, allez au Cameroun, faites ce que vous voulez là-bas, du moment où ça nous rapporte de l'argent, où ça nous permet d'être riches, alors il n'y a pas de problème. Donc les Allemands peuvent arriver au Cameroun, peuvent massacrer, peuvent faire ce qu'ils veulent, et voilà comment ça se passe. Globalement, l'histoire, nous remontons avec l'histoire. Alors, il y a dans l'histoire de la colonisation allemande, il y a un homme qui particulièrement va marquer les grands moments de la colonisation allemande. Cet homme s'appelle Douala Mangabel. Douala Mangabel, c'est un Camerounais, fils de quoi, c'est Ndoumbel Lobé, quelque chose comme ça, son père, qui est également un chef Sawa. Douala Mangabel va faire ses études au Cameroun sous la présence allemande, et lorsqu'il va falloir pour lui aller à l'université, il va poursuivre ses études supérieures à Berlin. Non seulement il va à Berlin, il s'y connaît sur les questions du droit et tout ce qui passe avec, et il revient au Cameroun être ouvrier, non pas ouvrier, être employé dans le secteur pénitentiaire. Mais seulement, à un moment donné au niveau de Douala, les Allemands vont créer une chose qu'on a appelée le Cross Douala. Dans le Cross Douala, les Allemands avaient une idée maligne derrière la tête et se sont rendus compte que toutes les terres qui étaient environnantes à la berge du Vouri étaient des terres extrêmement fertiles. Alors, il y a un chercheur allemand, je crois un médecin allemand, son nom m'échappe, qui a proposé, bien sûr, on va dire, à l'armée et aux occupants allemands à cette époque-là, de déclarer que la plupart des doualais qui sont là sont porteurs de malaria et il faut trouver le moyen de les mettre dans un endroit pour pouvoir bien s'occuper d'eux. Et c'est comme ça qu'on va libérer les bords du Vouri, ramenant les habitants du Vouri vers des zones comme Neubel et créant naturellement une division de Douala en trois, quasiment. Une zone qui appartient uniquement, on va dire, aux Allemands, une autre zone qui appartient aux anciens Doualais, et une autre zone, comme ceux de Bonamoussadi, etc., voilà, qui seront divisés et qui reviendront, entre autres, voilà, à une autre partie de ces Camerounais-là. Voilà. Et entre-temps, le Douala Mangabel se rendra compte que c'est une supercherie incroyable. Il va avec quelques chefs locaux tenter de dire, ben non, nous on va revenir sur nos terres parce que vous nous avez sorti de nos terres. Voilà, il s'appelle Zingraf. Merci beaucoup, docteur Zingraf. Merci infiniment. Il s'appelle docteur Zingraf. Vous nous sortez de nos terres, c'est pas important, on peut pas continuer à faire nos cultures comme on le faisait avant. Il y aura donc des plaintes. Alors, il se trouve que ils vont lever la voix. Non seulement ils seront battus pour beaucoup d'entre eux, ils seront même massacrés pour beaucoup d'entre eux. Et
comme Douala Mangabel a été formé à l'école allemande, il va adresser des courriers directement au chancelier allemand en Allemagne. Il adressera des courriers directement au chancelier allemand. Et une chose qui va mettre, mais alors très mal à l'aise, les Allemands qui étaient sur le Cameroun. Ils vont venir à lui, ils vont lui dire, excusez-moi les amis, Internet au Cameroun, c'est une merde. Et je continuerai de dire que c'est MTN qui est la merde chez moi que j'utilise comme étant le réseau Internet. Excusez-moi. Merci. Alors justement, ce Zingra s'arrangera simplement à mettre son plan sur place. Avec les rois Douala Mangabel portera la voix, les courriers seront adressés au chancelier allemand, et non seulement le chancelier allemand s'arrangera en même temps à laisser des injonctions aux occupants allemands qui sont au Cameroun. C'est comme ça qu'ils vont dire à Douala Mangabel, tu as deux choix. Soit tu t'alignes, soit tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Si tu n'arrêtes pas, nous on va en finir avec toi. Et Douala Mangabel, fier de lui, comme Toussawa, dira, j'ai choisi la deuxième option. Et c'est comme ça que les Allemands vont prendre Douala Mangabel et ils vont le pendre. Vous commencez à comprendre que c'est sombre. Je suis encore au niveau de Douala Mangabel, parce qu'on parlera de Ruben Oumniebe tout à l'heure. Je suis encore au niveau de Douala Mangabel. Bien sûr, ils ont créé le quartier Nobel pour eux, dit-on, entre autres. Alors, entre-temps, Douala Mangabel a été pendu. Il y a un choc incroyable. L'Allemagne démontre qu'elle n'est pas là pour s'amuser. L'Allemagne démontre qu'elle est là pour s'aimer la terreur. Mais seulement l'Allemagne sait que tout va bien et ne se rendra pas compte qu'il y a quelque chose qui va perturber sa présence au Cameroun. C'est la Première Guerre mondiale. Vous le savez, la Première Guerre mondiale qui a duré de 1914 à 1918. Cette Première Guerre mondiale, effectivement, permettra à la France et la Grande-Bretagne de mettre hors d'état de nuire, entre autres, si vous voulez, hors d'état de nuire, ou de confisquer les positions allemandes au niveau du Cameroun. Et non seulement cette confiscation va se faire, et ça va se faire à travers les mécanismes que tout le monde connaît. L'Allemand sera battu, perdra ses positions au Cameroun, en Namibie et au Togo. Et plus tard, effectivement, à travers ce qu'on appelait la conférence le traité de Versailles. Dans ce traité de Versailles, il était question pour les perdants de la guerre de réparer ce qu'ils ont eu à faire comme dégâts, notamment cette Allemagne, à qui on a imposé non seulement de payer les dégâts de l'Allemagne, de la guerre, de perdre en même temps certaines colonies qu'ils détenaient sur le continent africain et de restituer des terres que l'Allemagne avait occupées en Europe. Bon, là c'est autre chose. Revenons sur le Cameroun. Alors, dès 1920 exactement, et je rappelle qu'avec ce traité de Versailles, il y a la création de ce qu'on a appelé la SDN, la Société des Nations. Et quand c'est dans SDN, Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU aujourd'hui, cette Société des Nations aura une mission simple. C'est en même temps de diligenter les avoirs des puissances occidentaux et en même temps de voir dans quelle mesure. Je ne sais pas pourquoi le live a attaqué, hein, Yannick. Je ne sais pas pourquoi les gens attaquent le live. Pourtant, nous parlons de l'histoire du Cameroun. Simplement, je ne comprends pas comment les gens peuvent être à ce point assez méchants que nous parlons de l'histoire de notre pays et que ça fasse problème. C'est une histoire, c'est passé. Et nous avons pris le temps de lire, même si nous n'avons que des bribes, parce que nous n'avons pas tous les éléments d'histoire. Les documents classés top secret se retrouvent soit en Allemagne, soit en France, soit en Grande-Bretagne. Nous ne disons que ce que nous avons sous la main. Donc je ne trouve pas d'intérêt pour les uns et les autres d'attaquer le live. Mais je vous demande aussi à vous, qui êtes là, de tapoter l'écran et de partager le live. Parce que si vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, vous ne pouvez pas m'aider à bien faire mon travail. Poursuivons. Alors entre-temps quand même, les amis, je vais raconter une chose assez incroyable. C'est que ici, la Société des Nations va être créée, va être née, et cette Société des Nations a le devoir de se rassurer que le traité de Versailles sera respecté et que désormais, la Société des Nations va veiller à ce qu'il n'y ait plus de guerre à travers le monde. Et que voilà, que les Européens n'entrent plus dans la guerre et ne se fassent plus de guerre. Et que les territoires qui ont été confisqués, les territoires allemands qui ont été confisqués sur l'Afrique, entre-temps, ne leur soient plus restitués. Et que même l'armée, enfin voilà, il y a eu tellement de clauses, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Pour le cas du Cameroun, dès 1920, effectivement, le Cameroun est mis sous tutelle de la Grande-Bretagne
et de la France. C'est-à-dire que les deux pays qui sont les vainqueurs de la guerre, de la Première Guerre mondiale, le Cameroun n'est pas une colonie. Il faut bien préciser. Le Cameroun n'est pas une colonie, mais le Cameroun est mis sous tutelle de la Grande-Bretagne et de la France. Sous tutelle veut dire qu'ils sont des tuteurs. C'est-à-dire qu'ils doivent s'arranger, se rassurer que tout doit être fait convenablement et que tous les deux doivent gérer le Cameroun et permettre bien sûr au Cameroun de d'être développé, de s'émerger, etc. selon leur politique entre autres européenne. Mais on sait tous que tout était toujours autour de la colonisation et il fallait trouver le moyen de se partager les terres camerounaises. Les terres seront non partagées. La France prendra une bonne partie des terres camerounaises et cédera un petit morceau, effectivement, à ce qu'on appelait la Grande-Bretagne. Et entre-temps, vous savez, ce qu'il y a eu entre le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, qui aujourd'hui, selon les conventions internationales tenues entre cette France-là, au cœur naturellement de l'ancêtre de l'ONU qui est la SDN, il se dit toujours que jusqu'à présent, le nord-ouest et le sud-est appartiendraient, dit-on, exactement à la Grande-Bretagne ou encore à l'Angleterre. Cette histoire va aller très vite, les amis. De 1920 jusqu'à 1940, je rappelle que dans cette Première Guerre mondiale, des Africains en même temps avaient contribué à aller combattre aux côtés de cette France-là et même de quelques pays européens. Ça, c'est ce qu'on ne vous le dit pas. Maintenant, on avance inéluctablement la colère de l'Allemagne. Vraiment, l'Allemagne ne parvient pas à digérer ce qu'elle vient de subir avec la Première Guerre mondiale. Hitler, le Führer est là et va relancer cette nouvelle guerre mondiale qui est baptisée la Deuxième Guerre mondiale, qui va durer de 39 à 45. Et de 1939 à 1945, la guerre va battre son plein. La Deuxième Guerre mondiale va battre son plein. Non seulement elle battra son plein, pendant 1 an ou 2 ans, la France est pilonnée et non seulement l'Allemagne est déterminée à écraser la France et à démontrer à la France qu'elle a une puissance de feu parce que en écrasant littéralement la France, qu'est-ce que l'Allemagne devait faire? L'Allemagne devait réoccuper simplement les colonies qu'elle avait gardées sur le continent africain qui étaient sous protectorat, notamment le Togo et le Cameroun, y compris la Namibie. Alors là, c'était très compliqué. Non seulement c'était compliqué pour elle, je dis pour lui, hein, pour elle, bon, c'est Allemagne, une Allemagne, entre guillemets, je ne sais pas si on dit une Allemagne, ça dépend, je m'en fous. Alors, c'était très compliqué pour l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un homme qu'on appelle Pétain, Général Pétain. Général Pétain livre la guerre, Général de Gaulle s'enfuit de la France vers Londres, où il va retrouver bien sûr un allié, son allié anglais, avec qui il mène la guerre entre-temps. Et arrivé là-bas, le 17 juin 1940, effectivement, Pétain va prendre la parole et va demander aux troupes françaises d'arrêter, de cesser de faire la guerre. Et non seulement il le dira, le 18 juin, très tôt le matin, c'est le général de Gaulle qui prendra la parole sur la BBC et déclarera fondamentalement que la France doit continuer à mener la guerre et qu'il ne faut pas céder devant la furie de l'Allemagne. Cette réalité sera non seulement ce qui va permettre à cette France de se dire, bon d'accord, il faut trouver des supplétifs, il faut trouver d'autres personnes qui viendront combattre aux côtés de la France, afin de libérer la France de la sauvagerie allemande qui est en train de progresser inéluctablement, dont Hitler est en train de faire justement des désastres incroyables. Donc, ici, les Français vont s'arranger, effectivement, et à travers des mécanismes connus. Je voudrais rappeler ici que des gens comme le général Leclerc, hein, qui lui aussi avait fui le combat en France, se retrouvaient en même temps quelque part ici, aux côtés du Tchad, et se baladaient là. Alors c'est comme ça qu'on appellera bien sûr Leclerc en lui disant trouve le moyen d'avoir des supplétifs de l'armée coloniale française sur le terrain africain et qu'on revienne sur le terrain européen mener la guerre contre l'Allemagne. Donc c'est dans cette même lancée qu'effectivement l'une des pages sombres de l'histoire du Cameroun, qu'on ne vous raconte pas, c'est exactement le 27 août 1940, on ne vous le dit pas, qu'est-ce qui s'est passé? Les Camerounais diront d'accord, nous voulons bien sûr mener cette guerre
avec vous et être décoré, être payé, tout ce qui passe avec, toutes les promesses que vous nous faites. Mais il y a un point qui nous intéresse, c'est que nous voulons exactement que la France libère le Cameroun. L'accord sera donc signé entre les Camerounais et les Français. Non seulement l'accord est signé, il y aura ici, pour le général Leclerc, l'occasion de rassembler les troupes au niveau du Tchad, du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la RCA, et ils vont monter jusqu'au niveau de la Libye, traverser la Libye, ils vont même battre les troupes de Mussolini, et ils vont arriver effectivement en Algérie, et de l'Algérie, ils vont atteindre Marseille, et Marseille, ils vont entrer effectivement sur le sol français, et c'est comme ça que ces Africains iront délivrer la France, dont la France n'a jamais été une puissance. Mais ce que quand même il faut mentionner, c'est que à chaque fois que les pays, c'est-à-dire qui étaient dits influents, se retrouvaient sur la table des pays dits influents, la France se bombait toujours le torse de dire, ben d'accord, nous avons des colonies africaines, nous avons des terres en Afrique, nous avons ci, nous avons ça. Et ce qu'il essaie bien sûr croire aux Français, que bon, au reste des puissances mondiales, que bon voilà, la France, elle est puissante parce que, voilà, elle a des terres sur le continent africain et même dans ce qu'on appelait les Antilles aujourd'hui. Entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale bat son plein et exactement tout progresse. Les Africains qui sont en première ligne de front, les Européens qui sont en deuxième ligne de front et même en dernière ligne de front, pour la plupart, les Africains vont laisser leur vie. Beaucoup vont mourir dans cette guerre. Et lorsqu'ils vont mourir dans cette guerre, beaucoup vont rentrer chez eux, en Afrique, comme c'est le cas du Cameroun. Beaucoup rentreront au Cameroun et se rendront compte que, mais dis donc, mais quelle est cette France qui nous fait peur? Pourtant, elle est faible. Elle n'a pas de troupes, elle n'a pas de plan de guerre. Nous avons nos plans de guerre que nous avons eus ici. Nous sommes arrivés là-bas et on a délivré cette France-là qui n'avait aucun pouvoir et qui n'avait aucune capacité justement de pouvoir battre l'Allemagne. Donc, ces gens nous vendent de la poudre de perlimpinpin. Ils ne sont que des êtres humains comme nous. Ils sont des faiblards. Ils ne peuvent rien faire. Et voilà donc comment les Africains commencent à prendre conscience. On ira plus loin. Les Africains demanderont en même temps à être payés. Ces soldats africains qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale demanderont à être payés. Et non seulement la France va refuser de les payer, de les dédommager. Je vous passe l'histoire du massacre de Thiaroye. Cette France pernicieuse, sauvage, barbare, impérialiste et colonisatrice s'arrangera en même temps à tordre le bras à ces Africains qui effectivement demandaient c'est-à-dire à ce que les accords soient respectés entre ceux qui sont allés combattre et les pays qui étaient colonisés par cette France-là. Dans ce qui se fait au niveau du Cameroun, effectivement, on ne peut pas. 1940, 1900... Voilà, excusez-moi, je dis encore, la merde, c'est MTN. Avec MTN, vous prenez la connexion, c'est la merde. Excusez-moi. Voilà. Et il y a Barthélemy Mboum qui dit que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Non, jamais. Le Cameroun n'a jamais été une colonie. Le Cameroun était placé sous tutelle. Alors, on va rentrer dans l'histoire. L'histoire se poursuit, c'est que la France refuse de respecter ces données. Nos pères camerounais le savent déjà, que la France n'est jamais, c'est-à-dire que la France se comporte comme étant, la France non seulement qui est le tuteur du Cameroun, se comporte comme si elle était le père du Cameroun, comme si le Camerounais ou les Camerounais lui devaient tout. Et ce qui choquerait bien sûr les Camerounais. Et non seulement, inéluctablement, ici à Douala, ici d'ailleurs à Bonabéry, il y a une affaire qui éclate à travers les ouvriers du chemin de fer qui estiment qu'ils sont maltraités, qu'ils sont mal payés et les syndicats qui sont en place commencent à lever la voix. Alors non seulement qu'est-ce que la France va faire? La France va massacrer des centaines de milliers de ses compatriotes camerounais qui effectivement revendiquent de bons traitements. Et non seulement
revendiquant le bon traitement, cette France-là va vous dire qu'elle est là, pas pour vos beaux yeux, elle est là pour continuer à vous dominer. Et c'est comme ça, effectivement, que il y a sur le continent africain un parti politique qui est très présent, qui s'appelle le RDA. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, je crois, un truc comme ça, qui avait à sa tête un certain Houphouët-Boigny. Il faut rappeler l'un des tout premiers présidents, le tout premier président français, Houphouët-Boigny, et qui était un tout petit peu comme étant le parti qui avait ses partis satellites sur le continent africain. Et c'est donc comme ça qu'au cœur des années 40, effectivement, naissance je dirais, de l'UPC. L'UPC, au cœur, à la fin des années 40, à 48, donc en avril 48, je crois de 12 avril 48, effectivement, il y a donc des Camerounais qui sont là et qui commencent à parler, qui commencent à penser fondamentalement. Je rappelle à chaque fois que ça bug, que la merde, c'est, bien sûr, ça. Cette connerie-là. Cette connerie. Voilà. Dans le plan de la France va s'engager à tuer des Camerounais ici au Cameroun, ne leur laissant pas l'occasion de se révolter contre la France. Alors en 1948, Oum-Niobé, qui sont en même temps, Oum-Niobé et quelques-uns des partisans, vont s'arranger et dire, ben non, nous on va créer un parti politique, mais croyez-moi, Oum-Niobé et ses amis vont créer le parti politique le plus puissant de l'histoire du Cameroun et même le plus puissant de l'histoire de l'Afrique. Là, il s'agit bien sûr de l'UPC, créé, si mes souvenirs sont bons, le 12 avril 1948. Je ne me trompe pas. Peut-être que je peux me tromper, mais si je me trompe, là, je vais dire que je ne suis pas historien. Corrigez-moi simplement. Je vous en prie. Je peux me tromper sur la date, mais corrigez-moi. C'est donc comme ça qu'Oum-Niobé va lancer l'UPC avec ses amis. Et je rappelle que non seulement ils vont lancer cela, ils vont lancer cela, et entre-temps, ils vont commencer à faire une prêche politique au niveau du Cameroun. Ils vont aller de village en village au Cameroun. Ils vont conquérir des cœurs au Cameroun. Et on se rendra compte effectivement que Oum-Niobé avait une parole fédératrice. Entre-temps, qu'est-ce que Oum-Niobé revendique exactement? Qu'est-ce que Oum-Niobé et ses amis demandent à la France? C'est de quitter le sol camerounais. C'est-à-dire, il y avait trois choses que Oum-Niobé demandait à la France. C'était de quitter le sol camerounais. Et surtout, demandant au général de Gaulle seulement de respecter les accords que le général de Gaulle avait tenus en 1944 lors de la conférence de Brazzaville, où d'ailleurs le général de Gaulle avait promis à tous ces pays qui avaient combattu aux côtés de la France de prendre leur liberté. Je rappelle que cette conférence de Brazzaville avait été organisée sans les Africains. Entre-temps, il y a eu, je vous permets d'écouter quand même un bout de ce que Oum-Niobé avait dit, pour ceux qui sont sur Facebook simplement, hein, parce que ceux qui sont sur TikTok sont un peu sevrés de cela. Hein. On va essayer. On va essayer. Voilà. Voici. Dans tout ce qui a été fait, ils avaient une seule revendication, c'était de dire au général de Gaulle, respecte seulement les accords de Brazzaville. Respecte ce que tu avais dit à Brazzaville. C'est tout ce que nous te demandons. Alors, de Gaulle sera violent. Se rendra compte que ces enfants sont d'une intelligence incroyable. Et non seulement ces enfants sont très intelligents, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'en débarrasser? Mais toujours tenir captifs ces Camerounais sur leur terre. Oum-Niobé va lancer avec ses amis une fatwa. Mais il faut rappeler qu'Oum-Niobé était un homme qui était vraiment dans la diplomatie. Et il avait une avance sur les autres. C'est que Oum-Niobé, en tant que secrétaire général de l'UPC,
était l'un des premiers à dire aux Français que le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Et il va tout faire pour qu'en 1952, il puisse se retrouver, je parle de Oumniobé, il puisse se retrouver aux Nations Unies, où il va tenir un discours qui a été historique. Et ce discours tenu en 52 aux Nations Unies sera tel que les Français vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que Oumniobé ne parte pas du Cameroun et arrive aux Nations Unies. Et Oumniobé arrivera aux Nations Unies et dira ceci. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien. Pour ceux qui ont suivi le Mpondol sur Facebook, pour ceux qui ne l'ont pas suivi sur TikTok, il dit bien, l'UPC a demandé à intervenir sur les questions suivantes. La réunification immédiate du Cameroun, premièrement, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles les peuples de mon pays m'ont mandaté. Je vous remercie, Monsieur le Président, disait bien sûr le Mpondol Oumniobé en 1952 à la tribune des Nations Unies. Non seulement il le dit, et on veut même donner l'indépendance au Cameroun. Parce qu'on se rendra compte que la revendication camerounaise est tout à fait légitime. Et je voudrais rappeler qu'entre-temps, il y a également des revendications qui sont perceptibles au niveau de l'Algérie. Les Algériens demandent à la France de partir de l'Algérie, de leur laisser leur terre. La France se rend compte que c'est compliqué. Mais la France avait une tour de... C'est-à-dire qu'il y avait une douille quand même qu'ils avaient mis en place. C'est que vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, les Nations Unies, l'ONU est un machin. Comme disait effectivement De Gaulle, qui dit que c'est un machin. L'ONU est un machin. L'ONU est une organisation mise en place qui a pour rôle simplement de protéger les acquis des acteurs de ce monde puissant et en même temps de se rassurer que le bloc communiste ne peut pas prospérer où se situe bien sûr le bloc capitaliste. Alors les Français n'en sont allés dire aux Nations Unies que ben non, faites attention à ce gars de Oumniobé. Il est un politique marxiste et son but en même temps c'est de tout faire pour pouvoir ramener le Cameroun sous le joug des communistes. Et vous le savez. Lorsque vous dites seulement aux Nations Unies que vous êtes communiste, quel que soit ce que vous allez dire, quel que soit ce que vous allez faire, les Nations Unies ne vous écouteront plus. C'est-à-dire que la France a trompé et a démontré aux Nations Unies que Oumniobé était un communiste avec ses amis et il n'avait rien à foutre avec le système capitaliste qui devait être mis en place et qui était encadré et qui est jusqu'à aujourd'hui encadré par les Nations Unies. Dans cette logique en même temps, que fait donc l'ONU? L'ONU n'a pas d'autre but que de ne pas écouter Oumniobé. Oumniobé fera des voyages et des voyages, des voyages et des voyages aux Nations Unies, mais ne sera plus écouté. Et entre-temps, la France, se rendant compte que elle est en train de perdre, elle a perdu une guerre en Indochine. La France est en train de perdre effectivement la guerre en Algérie. La France veut se venger et ne pas laisser d'autres puissances, d'autres pays africains prendre leur revanche. Parce que se rendant compte que le Cameroun est un tout petit peu comme étant, je vais dire, voilà, Internet, la merde que nous offre MTN. Je vais toujours le dire et c'est ma façon à moi de me plaindre parce que vous ne pouvez pas nous empêcher de travailler comme on est en train de travailler. MTN, revois ta connexion, c'est une merde. Tu ne fais payer 35 000 francs chaque mois pour tout le temps nous couper quand on travaille. 30 secondes, 1 minute et des gens se désabonnent. Bon, pour vous qui êtes là, partagez, je vous en prie, partagez et alertez des gens à venir voilà, écouter l'histoire du Cameroun avec nous et surtout l'histoire de Oumniobé.
Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 1958, nous parlons d'une Pondol qui était considérée comme étant, qui est considérée comme étant la figure la plus marquante de l'histoire politique du Cameroun. Et nous avons l'obligation, effectivement, en ce jour, de lui rendre un vibrant hommage. Mon live étant attaqué sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est une honte pour vous. C'est une grosse honte pour vous de ne pas laisser les gens travailler convenablement. C'est une grosse honte pour vous de ne pas laisser des gens travailler convenablement. C'est une grosse honte pour vous d'attaquer le live sur TikTok alors qu'en même temps, vous n'êtes même pas très nombreux. Grosse honte. Voilà. J'ai arrêté sur TikTok et je vais relancer. Excusez-moi les amis de Facebook. On ne perd pas le fil conducteur de notre histoire que je suis en train de raconter. Vous savez, des gens comme nous, qui avons choisi de nous positionner sur le rang de la vérité, on est quelquefois attaqué. Ou on est même toujours attaqué. Et il ne faut pas se laisser faire. Et je rappelle qu'avec l'histoire de ce matin, c'est terrible. C'est terrible qu'on soit en train de travailler. Non seulement on a une connexion, une piètre connexion de MTN, qui me fait payer 35 000 francs chaque mois pour me donner ce type de connexion, et que des gens sur TikTok choisissent quand même d'attaquer le live méchamment. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne parle que de l'histoire de mon pays. Je ne raconte que l'histoire de mon pays. Simplement. Si des gens se sentent visés par l'histoire de mon pays, tant mieux. Moi, je raconte l'histoire de mon pays et je vais continuer à la raconter. D'une manière ou d'une autre. Que vous soyez... Je ne sais pas combien vous êtes à attaquer les lives. Si vous attaquez sur TikTok, je vais éteindre et je vais relancer. Ça ne me posera pas de problème. S'il y a 2 personnes seulement, 2 qui garderont l'information, c'est le plus important pour moi. Donc vous pouvez encore y attaquer. Il n'y a pas de souci. Les amis, je vous parlais ici de la France qui perdait en même temps la guerre en Indochine. Qui a perdu en Indochine. La France en même temps qui était chassée littéralement de l'Algérie. Et entre-temps, vous savez, les camarades du monde étaient braqués principalement en Algérie parce que au niveau du Cameroun, les gens n'imaginaient pas le niveau de massacre que nous avons eu au Cameroun. Oumniobé va se mettre en même temps sur une logique parce que Oumniobé, c'est un gars qui n'est pas pour la violence. Il dit non, on n'a pas besoin de faire la guerre, on n'a pas besoin de prendre voilà tout ce qui va avec. On n'a pas besoin de prendre des armes, il n'en a pas besoin. Oumniobé va dire, il préconise la voie de la diplomatie avec l'ONU, avec etc. Mais Oumniobé ignore véritablement que l'ONU est un machin à la solde des impérialistes. Et Oumniobé se rendra compte plus tard, parce qu'il y a des gens, au cœur bien sûr de l'UPC, qui vont lui dire, ben non, il ne faut pas laisser ces gars au Cameroun faire ce qu'ils ont à faire si nous n'avons pas une faction qui nous permettra en même temps de combattre véritablement. Je pense qu'ils ont créé ce qu'on appelait plus tard, il y avait une sorte d'organisation qu'ils avaient mis sur place. Et dans cette organisation armée, ils avaient, vous savez quoi, des petites choses, hein. C'était des baguettes, c'était des bâtons, c'était des lances, c'était des... Voilà ce qu'ils avaient, ils n'avaient rien. Mais en face, il y avait effectivement des gens qui avaient des armes sophistiquées. Dans les années 1955, il y a un homme au Cameroun qui est là un tout petit peu comme étant celui qui va administrer le Cameroun, il s'appelle Louis Paul Odjoula. Ce Louis Paul Odjoula va d'ailleurs créer un parti, je pense que c'était le bloc, le bloc quelque chose comme ça, quoi, ce bloc africain, le bloc camerounais, quelque chose comme ça. Louis Paul Odjoula est au Cameroun, et Louis Paul Odjoula, en mission commandée au Cameroun, a une belle mission, c'est de commencer à sélectionner des Camerounais qui peuvent servir, que la France peut former, et qui peuvent, pour protéger les soldats français qui tombent au front, parce que lorsque les soldats français tombent au front, les médias français en parlent,
Ça crée des tensions au sein de la communauté française. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc commencer à voir comment la France aura des supplétifs de l'armée coloniale française sur le continent, notamment au Cameroun, et permettra en même temps d'avoir des supplétifs dans l'administration française au Cameroun. Et il faudrait bien sûr former tous ces gens-ci. Et donc, lui, Paul Odiola, a une mission, c'est de les former, c'est de les coopter, c'est de les détecter, les former et les insérer dans la Rose de Croix, pour la plupart. Ça, c'est une partie de l'histoire que vous ne connaissez pas. Pour la plupart, les insérer dans la Rose de Croix. Et c'est comme ça que des noms seront en fait retrouvés. Vous allez voir des gars comme André Marimbida, Amadou Aïdjo. Et je rappelle qu'Amadou Aïdjo d'ailleurs a été le camarade de classe de Ernest Ouandjé à l'école. Il y a une école là qui est aujourd'hui, l'école qui est là à Yaoundé au niveau du centre là, et qui est derrière Camtel là. Il y a une école là derrière Camtel à Yaoundé. Ils ont fréquenté là-bas avec Ernest Ouandjé et autres. Et je rappelle qu'Ernest Ouandjé était même l'aîné d'Aïdjo à l'école. Voilà. Dans l'histoire qui avance, lui, Paul Odiola, cooptera dans ces gars qu'il va former et qui va même intégrer dans son parti. Et son parti, en même temps, simulacre de machin, ils vont organiser une sorte de législative, etc. On fera de qui? D'André Marimbida, le premier ministre camerounais, et on fera d'Amadou Aïdjo, le vice-premier ministre camerounais. L'histoire avancera encore plus loin. La France se rendra compte effectivement que au niveau du Cameroun, ne parvient pas à mettre hors état de nuire l'UPC parce que le Mpondol a la langue qui passe avec. Tout ce que le Mpondol dit est bien encadré, est bien écouté et les populations font corps avec l'Union des populations du Cameroun. La France ne sait pas comment Oumniobé. Oumniobé dit non, je ne discute pas avec vous. Parce que nous connaissons les Français, leurs superchéris, c'est des menteurs. Tout ce que vous voulez faire, c'est de me prendre, me mettre dans l'administration française et de m'amener à trahir le combat pour lequel je me suis engagé avec mes frères, qui vit simplement l'indépendance. Non, monsieur, voilà. La merde qui me donne Internet s'appelle MTN et c'est elle qui crée des bugs de temps en temps pendant que je parle et nous empêche en même temps de nous parler pendant 1 ou 2 minutes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez le live, tapotez pleinement l'écran. Et parce qu'il y a même des gens qui essayent à leur façon de nous attaquer. Et attaquer le live. Pourtant, nous ne sommes même pas nombreux. Mais ce n'est pas un problème. Si vous êtes 2, c'est le plus important. Pourvu que le message passe et que l'archive de ce travail soit retenu sur Facebook, sur TikTok. Et que les gens puissent s'en servir quand ils peuvent, comme ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Dans le travail de mémoire que nous faisons, je vous parlais d'un homme qu'on a appelé Roland Pré. Roland Pré arrive au Cameroun, veut discuter avec Oumniobé. Oumniobé dit non, je ne veux pas discuter avec vous. Parce que nous connaissons le comportement de la France. Alors nous ne voulons pas discuter avec vous. Nous vous demandons de libérer le Cameroun simplement. Roland Pré va engager en même temps une sorte c'est-à-dire que vous imaginez la France qui vient de perdre l'Algérie, qui a perdu l'Indochine. Une vengeance aveugle doit se faire contre le Cameroun. Roland Pré engage une lutte sans merci contre l'UPC. Massacre des gens dans des villages, des chefs locaux qui sont, dit-on, en complicité avec l'UPC. Et c'est comme ça que Roland Pré va plus tard être rappelé par Paris. Paris rappelle Roland Pré et Paris va envoyer un homme 1000 fois plus violent au Cameroun, un homme qu'on appelle Mesmer. Je vous rappelle que Mesmer, est-ce que je peux encore voir Mesmer ici? Est-ce que je peux avoir Pierre Mesmer? Une déclaration de Pierre Mesmer sur Oumniobé. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette connerie qui est en train de... Attendez, je ne sais pas si je peux trouver
un extrait de Pierre Messmer, là, sur Internet, dans lequel il parle de Robin Mnyobé. Voilà, je cherche, hein, je ne retrouve pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pierre Messmer est un bourreau incroyable. Pierre Messmer ne viendra pas seul. Dans ses valises, il y a un certain Maurice Delaunay. Maurice Delaunay s'appelle l'homme de feu. Il va occuper la partie sud et centre du Cameroun. Il va commettre des exactions incroyables. Incroyables. Plus tard, ils se rendront compte que l'UPC avec Oumniobé a toujours de la puissance. On ne parvient pas à mettre Oumniobé de côté. On ne parvient pas à mettre la main sur Oumniobé. On veut tout faire pour que Oumniobé soit obéissant. Oumniobé refuse d'être obéissant. Oumniobé refuse. Oumniobé refuse littéralement d'écouter ses France. Oumniobé dit et signe que nous voulons l'indépendance du Cameroun. Dans cette histoire, les amis, je voudrais rappeler que le 15 mai 1955, je pense que je ne me trompe pas sur la date, il y avait un ministre français qui devait arriver au Cameroun, un ministre français qui devait venir inaugurer un pont au Cameroun. Et les populations ont choisi effectivement de sortir ce 15 mai 1955 et de se faire entendre. Parce qu'ils savaient que l'homme devait arriver au Cameroun, les caméras du monde devaient être braquées sur lui, et il devait donc profiter pour lancer une révolte et dire qu'ils ne veulent plus de la France au Cameroun. Que fera l'armée coloniale française au Cameroun? Elle va massacrer des centaines de Camerounais. Des centaines de Camerounais. Et le 25 mai 1955, je pense qu'il y a eu une attaque ici de la prison de Douala. Et plus tard, effectivement, ce sera le prétexte pour la France de dire qu'on va suspendre les activités de l'UPC sur le sol camerounais. Je voudrais, à chaque fois que je parle de cette histoire et j'arrive à ce niveau, je pense à Paul Atanga-Ndji. Et je réalise que Paul Atanga-Ndji, je réalise que Paul Atanga-Ndji, qui n'est que dans la continuité de la mission française au Cameroun, en tant que ministre de l'administration territoriale, qui récemment a tenté de mettre de côté un chef, le chef Biloa, et qui a même tenté à un moment donné de dire qu'il fallait voir dans quelle mesure il fallait suspendre le MRC au Cameroun. On comprend en même temps que Paul Atanga-Ndji aujourd'hui est sur la même lancée que les Français, Messmer et autres, et qui a pour mission simplement d'écraser tout parti politique qui pouvait mettre très à mal les missions françaises au Cameroun. Et tout est donc clair aujourd'hui que si Paul Atanga-Ndji a voulu récemment suspendre les activités du MRC, on comprend que Paul Atanga-Ndji donc est dans la continuité de l'action française au Cameroun. Il n'est qu'un suppôt français à côté de son maître Paul Biya et simplement voilà ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'est juste une parenthèse. L'histoire avance. Oumniobé dit avec ses amis qu'ils ne lâcheront pas. Oumniobé est traqué dans les forêts de Boumniébel. Oumniobé écrit des mémoires, écrit des livres, écrit chaque jour des pages. Peaufine ses stratégies avec ses amis. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir de là et comment est-ce qu'ils peuvent obtenir le Cameroun et obtenir surtout l'indépendance du Cameroun. La France va s'arranger en même temps en faisant venir notre gars au Cameroun qui est encore plus cruel que Maurice Delaunay, plus cruel que Messmer. Cet homme s'appelle Daniel Dostin. Et les trois vont se mettre ensemble pour voir comment faire le mal, le sale au Cameroun. Il y aura plus tard ce qu'ils ont mis en place, la zone de pacification, la ZOPAC. La ZOPAC visait exactement à mettre très en mal toutes les poches camerounaises qui avaient pris fait et cause derrière l'UPC et qui validaient l'action de l'UPC et d'une
Bluetooth connected. Voilà. Merci. Alors, dans la zone de pacification, les premiers hommes sont déjà trouvés, entre autres les Amadou Ahidjo, qui sont des dossiers. Je vous dis tout le temps, et je le dis ici, sans mettre les gants, Amadou Ahidjo est un criminel notoire, et Amadou Ahidjo ne mérite pas avoir les honneurs militaires que les gens demandent chaque fois qu'on lui donne, parce qu'Amadou Ahidjo a été un criminel qui pendant de très longues années a servi la France. Je rappelle qu'entre-temps, Amadou Ahidjo a accepté de travailler aux côtés de la France et la France s'est servie des mains d'Amadou Ahidjo pour pouvoir mettre en place la ZOPAC qui a consisté à mettre très mal à l'aise les amis, des familles, des foyers, des compatriotes dans la zone Bassa, mais surtout en pays Bamileke. Je ne vais pas revenir sur les questions liées avec le napalm. Sur la question du napalm, c'est de l'acide, les amis. La France, en complicité avec Amadou Ahidjo, ils ont choisi de déverser le napalm en pays Bamileke, ce qui a fait du mal à au moins 1 million de Bamileke. Parce que l'un des derniers bastions de l'UPC était les pays Bamileke, parce que, vous savez, lorsqu'on a mis très à mal Oumniobé le 13 septembre 1958, même si je survole un peu l'histoire, parce que c'est un peu long, ce que j'ai envie de vous dire simplement, c'est que, pour revenir à Oumniobé, pour ne pas me perdre, parce que vraiment, c'est l'histoire, il y a pas mal de faits. Lorsque Oumniobé a dit qu'il fallait rester dans la guerre et le maquis français au Cameroun, Oumniobé simplement sera trahi par un de ses frères de lutte, Monsieur Mahi Matip, c'est son nom. Mahi Matip connaissait les cachets de Oumniobé dans les forêts de Boumniébel. Alors qu'ils sont ensemble en train d'élaborer une stratégie, Mahi Matip va dire qu'il a envie de se mettre à l'aise. Mahi Matip va quitter les lieux et quelques secondes après, l'armée française va atterrir dans les forêts de Boumniébel et le Mpondol, Ruben Oumniobé, sera cribé de balles. Et il faut le rappeler, cribé de balles par un Tchadien qui était comme supplétif de l'armée coloniale française au Cameroun. C'était un Tchadien. C'était un Tchadien. Que fera la France? La France s'arrangera à traîner le corps de Oumniobé avec à ses côtés un certain colonel Lamberton de la forêt. Le corps sera déchiqueté et ils viendront laisser le corps de Oumniobé sur la place publique à Boumniébel pendant des jours avant d'engager son enterrement dans des blocs de ciment et mettront même d'ailleurs aux côtés je sais pourquoi ça me fait des misères. Hein? Je crois que mon appareil là commence à déconner. Voilà. Et c'est comme ça que le corps de Oumniobé sera exposé. Je rappelle qu'entre-temps, il y avait des décapitations qui étaient faites et les têtes étaient exposées. Faites par l'armée française et les têtes étaient exposées. C'est comme ça qu'Oumniobé sera enterré et deviendra pour nous
Aujourd'hui, le plus grand nationaliste camerounais qui a donné sa vie pour nous. Entre-temps, la lutte n'est pas terminée parce que l'UPC est puissant. L'UPC est tellement puissant que Moumié va prendre la tête de l'UPC. Moumié en même temps lui aussi sera sacrifié par un agent secret qu'on appelait Bechtel à Genève alors qu'il y était pour acheter des armes. Bechtel va verser du thallium dans le verre de Moumié alors qu'il s'est présenté devant Moumié comme étant un journaliste français dont pendant de très longues périodes il a tenté toujours d'entrer en contact avec lui pour lui arracher une interview. Sachant donc que Moumié est à Genève, que fera Bechtel? Bechtel également arrivera à Genève avec la complicité du Cameroun, d'Amadou Ahidjo, il faut le rappeler, et les services secrets français. Et Bechtel va commettre la sale besogne. Ce qui va choquer un homme qu'on appelle Ernest Ouandji. Et plus tard, Ernest Ouandji va dire, moi je préfère rentrer au pays, continuer la lutte, parce qu'il faut l'indépendance du Cameroun. Alors, Ernest Ouandji rentrera au Cameroun, continuera la guerre, et par la main d'Amadou Ahidjo, le 21 janvier 1971, lui aussi sera mis sur la place publique et sera criblé de balles par cette France-là qui se sert d'Amadou Ahidjo pour commettre ses forfaits. Avec un objectif, dire que non, c'est pas nous les Français, c'est entre vous là-bas. Tout était connu, c'était la supercherie française. C'est pourquoi je voulais dire aujourd'hui, les amis, même si après on va dire qu'Amadou Ahidjo a développé le Cameroun, a apporté ci, a apporté ça. Pour moi, Amadou Ahidjo est un criminel notoire qui ne mérite aucune récompense. Le 15 janvier 1971, sorry, je voudrais dire que je ne suis pas un historien. J'ai des problèmes avec mon micro sur Facebook là. Pendant qu'on y est, je suis en train d'essayer de le changer aussi. Voilà. Et voilà. Les amis, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, et je pense qu'il est important, il est utile, il est urgent que les Camerounais connaissent leur histoire. Maintenant, je pars de là pour vous raconter une petite chose. C'est ça l'histoire politique du Cameroun. C'est ça l'histoire politique du Cameroun. Simplement. C'est ça l'histoire politique du Cameroun. Donc Paul Biya là en ce moment n'est qu'un suppôt français, comme Amadou Ahidjo l'a été, son prédécesseur.
Paul Biya est là pour servir la France, pas pour servir les Camerounais. Mais seulement Amadou Ahidjo est mort, ayant englouti des richesses. Amadou Ahidjo est mort, ayant englouti des richesses, et croyait qu'avec ces richesses, il devait être le gars le plus bien de la terre. Il est mort, tout était derrière lui aujourd'hui. Le Cameroun a connu une histoire sombre. Et nous avons le devoir chaque jour, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage à Mpondol, Ruben Oumniobé. Et de rappeler que nous devons, quoi qu'il en soit, toujours nous remémorer que Oumniobé a donné sa vie pour le Cameroun. Oumniobé a donné sa vie pour le Cameroun. Moumié, Wandjé et les centaines... quand on fait le bilan des tueries et des massacres de l'UPC sur l'UPC au Cameroun, les massacres de la France au Cameroun, c'est énorme. On parle de centaines de milliers de morts. De centaines de milliers de personnes abattues. Et à côté, on parle de millions de personnes décédées à la suite du napalm. La France est toujours là. Et vous nous dites que ben non, Michel, tu dois aimer la France. Non, Michel, tu dois aimer la France. C'est ça. C'est ça. Je n'aime pas la France. Et que la France ne m'aime pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous serons des traîtres de notre génération? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons choisir de trahir notre mission? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous allons choisir d'être simplement des marionnettes, des pantins? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous allons choisir de raconter cette histoire et d'être certains que nos enfants, à eux, nous leur raconterons l'histoire en leur disant « Soyez des guerriers, luttez pour l'indépendance, jouez votre partition pour votre époque ». C'est pourquoi je voudrais me permettre de dire que le Cameroun n'est pas indépendant. Parce que la France se rendant compte qu'elle n'a pas pu faire oublier Oumniobé dans les têtes des Camerounais, la France est arrangée et s'arrange encore à torturer les Camerounais. Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit regarder en disant « Ah ben non, c'était hier, c'est passé ». Non les amis. Oumniobé est mort. 13 septembre 1958. Et nous avons l'obligation en même temps de lui rendre un vibrant hommage. Est vrai. Un hommage est certain. Il a versé son sang pour nous. Et non seulement il a versé son sang pour nous, nous devons prier chaque jour que son âme repose en paix. Et qu'il sache qu'il y a une autre génération de guerriers là, ici et maintenant, déterminés à accompagner le Cameroun vers son indépendance, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Je regarde cette jeunesse camerounaise aujourd'hui, qui est dans la stupidité à nul autre pareil. Et qui est prête à te dire, j'ai rien à foutre des combats qu'a emmené mon père.
Je regarde cette jeunesse camerounaise aujourd'hui qui n'a Dieu que pour de l'argent. Je regarde cette jeunesse camerounaise aujourd'hui qui refuse de connaître son histoire. Et que tout ce qui l'anime, c'est de venir saboter le travail. Je regarde cette jeunesse camerounaise aujourd'hui qui fait honte. Et nous l'appelons jeunesse camerounaise, lève-toi. Jeunesse camerounaise, lève-toi. Jeunesse camerounaise, tes pères ont donné de leur vie, de leur sang pour toi. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qu'on a transformé aujourd'hui en lui faisant croire qu'il est important dans la société, qu'il est un fonctionnaire, qu'il peut avoir de l'argent, qu'il peut avoir la vie qu'il veut. Il n'est qu'un esclave parce qu'il travaille pour le système capitaliste en place. Tu n'es qu'un esclave, toi, qui ne comprends pas que tu dois te lever et combattre pour Oumniabé et tes pères qui sont morts. Esclave que tu es, en croyant en même temps que c'est en chantant les louanges de ton oppresseur que tu es important. Esclave que tu es, l'impression que tu as d'être important lorsque tu défends ton bourreau. Esclave que tu es, incapable de comprendre que tes pères ont versé leur sang pour que tu aies une once de bonheur encore que tu n'as même pas. Esclave que tu es inconscient de ce que le sous-sol camerounais est d'une immensité en termes de richesse et que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui s'en servent pour servir leurs bourreaux qui sont les Français, l'ONU, les puissances occidentales, faisant de toi un misérable qui mange quelques miettes, croyant qu'il a une vie normale, pourtant il n'a rien, et défendant. Esclave, à nul autre pareil. Le football n'a jamais développé un pays au monde. Je m'adresse à cette jeunesse aujourd'hui qui croit qu'elle ne peut exister que parce qu'elle chante les louanges du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'est que le parti de la France au Cameroun, à travers lequel la France, Paul Biya et tous les supplétifs, traditions, retournez à ce que vous êtes en vrai. Retournez à vous-même. Est-ce que vous savez que le franc CFA est une monnaie de la servitude qui fait de vous des esclaves? Est-ce que vous savez qu'Amadou Ahidjo a trahi le Cameroun? Je vous raconterai des histoires, mes frères. Je vous raconterai des histoires, mes frères. Dans son accord qu'il a eu, Amadou Ahidjo et la France détermine le choix économique. La France détermine les choix socio-culturels du Cameroun. Oh, toi, réveille-toi, fils de cette terre. La France gère la monnaie. Merci. Tapotez l'écran. Mes amis, réveillez-vous. Sortez du sommeil qui vous anime. Sortez du sommeil qui vous anime depuis 42 ans, bientôt 43 ans, où la France veut encore se maintenir au Cameroun et où Macron est arrivé ici à Yaoundé de façon très technique, nous dire que son choix est porté sur Flambia, fils de Paul Biya. Parce que Flambia, au niveau du Cameroun, gère le bois camerounais. Et je vous ai toujours dit ici que le bois camerounais était en son temps une propriété exclusive d'un ancien président français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing.
Et Valéry Giscard d'Estaing avait une mission. Tout faire pour gérer le bois camerounais. L'homme qui gère le bois camerounais s'appelle Frambia. Je n'invente pas. Et vous le savez. Vous le savez. La France gère la monnaie du Cameroun. La France fait de chacun d'entre vous des esclaves. Des esclaves. La France oriente la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux. Est-ce que vous savez, chers Camerounais, que ceux qui font des travaux de recherche dans nos universités au Cameroun, lorsqu'ils découvrent quelque chose dans les laboratoires, tout d'abord doit être envoyé en France pour que la France s'en approprie comme étant le pays qui a fait cette découverte. Il y a une jeune Camerounaise ici récemment au Cameroun qui avait trouvé les médicaments contre la malaria. Ici, à l'université de Douala. Le Cameroun a tout fait pour l'éteindre. La France dispose dans son trésor public d'un portefeuille appelé compte des opérations de 100% de réserve d'échange du Cameroun. Est-ce que tu le sais, mon frère? La France est dangereuse. La France est pernicieuse. La France est sauvage. La France est barbare. Cette France-là n'aime pas le Cameroun. Cette France-là veut encore perpétuer sa présence au Cameroun. Et nos voix doivent se lever pour vous alerter, vous dire, faites attention. Les matières stratégiques du Cameroun doivent être exploitées par la France en priorité. Si celles-ci ne sont pas intéressées, le Cameroun trouverait un autre partenaire pour l'exploiter ou l'exploiterait lui-même. Ça veut dire que le pétrole camerounais est une propriété de la France. Ça veut dire que le manganèse camerounais, l'or camerounais, le fer, le bois, le cobalt, le sous-sol camerounais appartient à la France. Est-ce que vous le savez, vous, Camerounais? Les accords ont été menés avec Amadou Ahidjo. Quasiment renforcés sur Paul Biya aujourd'hui. Le 10 novembre 1961, avait signé un accord d'assistance militaire qui stipulait que chaque fois que le président camerounais allait être débordé par une agression externe. Écoutez très bien, mes frères. Le 10 novembre 1961, Amadou Ahidjo avait signé un accord d'assistance militaire qui stipulait que chaque fois que le président camerounais allait être débordé par une agression externe ou une rébellion interne, il pouvait faire appel à l'aide militaire de la France. Ce n'était plus dans la capacité de le faire par un quelconque moyen de communication. L'ambassadeur de France au Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. Et vous comprenez pourquoi au Cameroun vous avez un ambassadeur français qui est un ancien général des généraux. Peuple camerounais, réveille-toi. Peuple camerounais, réveille-toi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, peuple camerounais? Peuple camerounais, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on est en train de commémorer le décès de Ruben Omniabé, le martyr, qui est mort parce qu'Amadou Ahidjo a fait ses signatures. Et ce qui te plaît, toi, c'est de renforcer un narratif permanent sur les réseaux sociaux. L'État est debout. Tu es bête. Tu es stupide en même temps. Les gens te font le dire, pourtant tu n'en sais trop rien. Tu as l'impression d'être important pour ceux qui t'ont capté, toi jeune du ministère de la jeunesse. Toi jeune du ministère de la jeunesse qu'on a coopté récemment pour inonder les réseaux sociaux de fake news. On fait de toi
un objet. Lorsqu'ils auront eu ce dont ils ont besoin, ils vont se débarrasser de toi. Parce que sachant ce que tu as fait, ils vont vous mettre à mort à petit feu. Parce qu'ils sauront que vous serez des nuisibles pour eux plus tard. Chacun d'entre vous aujourd'hui, jeunes Camerounais, écoutez très bien ce que je vous dis. Chacun d'entre vous qui avait choisi de jouer sur les réseaux sociaux le mauvais rôle. Chacun d'entre vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui avait choisi d'être aux côtés du méchant, de promouvoir la méchanceté. Ne l'oubliez pas, vous payerez cela d'une manière ou d'une autre. 30 000 francs qu'on vous donne par semaine, ça fait 120 000 francs par mois. 200 000 qu'on donne à certains, c'est insignifiant. J'ai le devoir de vous le dire. Jeunes Camerounais, jeunesse camerounaise, sors de là. Sors de là, jeunesse camerounaise. Sors de ce dans quoi tu es impliqué. On t'imbibe la main de sang. On fait de toi un meurtrier involontaire. Pourtant, tu n'as pas de jeunesse. On te vole ta jeunesse. On te confisque ta jeunesse. On te confisque tes énergies. On fait de toi un paria. On fait de toi une marionnette. Et un mec derrière qui tire les ficelles. Quand il veut que tu dises sur les réseaux sociaux, comme tu ne seras jamais un président, il t'envoie quelques billets de banque. Il t'envoie le message. Et parce que tu as mangé un petit morceau, tu as l'impression, jeune Camerounais, que tu existes. Que non, tu n'existes pas. Oh, jeune Camerounais. Quand l'élite de ton village, qui est dans le gouvernement de Paul Biya, veut te faire croire que tu es important, il t'apporte un narratif. Ne laissons pas les Bamileke avoir le pouvoir. Combattons pour que le pouvoir reste entre nos mains. Qu'est-ce qu'on a à foutre des Bamileke dans ce pays, mon frère? Qu'est-ce qu'on a à foutre des bêtis dans ce pays, mon frère? Qu'est-ce qu'on a à foutre des Mundang dans ce pays, mon frère? Qu'est-ce qu'on a à foutre des Bamoun dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a à foutre de qui que ce soit dans ce pays quand on sait qu'on est Camerounais? Oui, c'est vrai. Je vais te raconter quelque chose. Je veux que tu le saches, jeune Camerounais. On se sert de toi. On se sert de toi. Jeune Camerounais, tu as été mis en contribution en 2020, ici à Douala, pour dénoncer des jeunes comme toi qui marchaient pour revendiquer la paix dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Jeune Camerounais, tu étais incapable de comprendre que l'armée camerounaise est encore contrôlée par la France. Et par ricochet, l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun, est plus puissant que Paul Biya. Est-ce que tu le sais? L'ambassadeur de France au Cameroun, tel que les accords du 10 novembre 1961 sont encore là, il est plus puissant que le chef de l'État. Il peut décider de lancer une guerre au Cameroun. D'ailleurs, jeunesse camerounaise, mais réveille-toi, tu dors, mon Dieu. Sors de là. On se sert de toi. Qu'est-ce qu'on a fait de toi, jeune Camerounais? Ton rôle, c'est quoi, les jeux de hasard? Aller parier dans 1xBet? Paris Foot, Bet Momo? On ne t'a jamais enseigné l'histoire de ton pays. Sachant que si on te raconte l'histoire de ton pays, ça va te révolter. Et tu risques de te mettre en conflit contre cela. Ils savent exactement ce qu'ils font. Jeunes Camerounais, est-ce que tu sais qu'il y a un document secret qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, qui dans son article
1 dit que nous avons la chance de faire partie de la tribu des initiés nationaux, car nous sommes une composante de toutes les tribus. Article 2, notre conservation du pouvoir. Notre conservation du pouvoir exige que nous nous fassions remplacer par nos descendants, et pour cela, ils doivent être presque les seuls dans les grandes écoles ouvrant à la gestion politique du pays. Qu'est-ce que cet ouvrage te dit, mon frère, sur nos communautés bêtis? Qu'est-ce que ces hommes de Machiavel ont conçu concernant nos peuples bêtis, nos frères bêtis? Les bêtis, les régions du centre, du sud, renferment une multitude de groupes ethniques. Cependant, nous devons tout faire pour que la communauté nationale les considère comme un seul groupe ethnique. Les Bétis, les Ekans, les Boulous. Ces trois mots doivent être imposés comme des synonymes. Regarde ce qu'on a fait de ton pays, jeune Camerounais. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe en ce moment? Où des gens veulent absolument que l'on dise que les Bétis sont les Ekans, sont les Boulous. Est-ce que c'est normal? Dans l'article 4, jeunes Camerounais, tendent l'oreille et écoute très bien ce qu'ils disent. Jeunes Camerounais, notre tactique doit consister à faire croire aux bêtis qui sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Est-ce que tu comprends ça, jeune Camerounais? Est-ce que tu ouvres tes oreilles, jeune Camerounais? Tu entends ça, toi? Dans l'article 4, ils le disent. Dans l'article 5, ils disent: les bêtis sont les plus grandes victimes de notre politique. Ils ont de fortes chances. Il y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir comme un groupe ethnique, des voleurs, des pilleurs de la République, l'ennemi des paresseux et de ceux qui trichent aux élections. Oui, jeune Camerounais, c'est un document qui a fuité en 2020. Et tu dois le savoir que ça existe, ce document. Article 6 dans ce document, jeune Camerounais. Pour que les bêtis ne nous soupçonnent pas et ne se révoltent pas contre nous, nous devons inventer un complot bamiléké qui les menace individuellement et collectivement, ce qui nous permettra de faire diversion et de détourner leur attention. Jeune Camerounais, toi qui es Béti, toi qui es Ekan, toi qui es Boulou, toi qui es Eton, toi qui es Nanga, toi qui es je ne sais où, tu es Camerounais et tu te retrouves dans ces composantes. Voilà ce que on met en avant auprès de toi. Et qui le fait? Ce sont les élites de tes communautés. Article 7 de ce même document. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les bamilékés, mais nous perdons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les bamilékés, mais nous perdrons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. L'aliénation. Oh, jeune Camerounais, tends l'oreille, écoute-moi, parce que là, ce mot me fait mal. J'ai presque des larmes aux yeux. L'aliénation. L'aliénation. Aliéner quelqu'un veut dire changer les paradigmes mentaux de la personne. Laver son cerveau. Manger son cerveau. L'amener à croire ce qui n'existe pas.
L'amener à voir ce qu'il ne devrait pas voir et qui n'existe pas. On l'aliène, on fait de lui un animal. C'est ce que veut dire l'aliénation. Donc ces gens ont fait du peuple bêtis, du peuple écan, du peuple boulou, un peuple d'animaliers, un peuple qu'on a transformé en peuple d'animaux. Lorsqu'ils disent que l'aliénation des bêtis par des affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Nous lisons ce document en ce jour très important où nous commémorons le décès de Ruben Omniobé pour vous dire, jeunesse camerounaise, vous qu'on paye afin que vous veniez dans les réseaux sociaux, inonder la toile de mensonges. Jeunesse camerounaise, réveille-toi. Sors de cette histoire. Sors de cette connerie dans laquelle on t'a impliqué. Regarde ton avenir, regarde ta jeunesse qu'on est en train de voler. Et même ta vieillesse qu'on va voler. Si tu ne te mets pas debout, jeunesse camerounaise. L'aliénation des bêtis par les affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous, et ceci malgré nous. Les bêtis, à notre solde, n'ont d'autre choix que de nous soutenir et de s'offrir le dangereux luxe de tribus tribales. Écoutez, jeunesse camerounaise, toi qui as 20 ans, jusqu'à 30 ans, tends l'oreille, partage ceci à tes frères et tes sœurs. Partage ceci pendant qu'on y est. Alerte-les, dites-leur, venez écouter ce qui est en train de se dire ici. Ne garde pas seulement ça pour toi. Parce qu'eux aussi doivent être sauvés. On ne peut pas laisser notre peuple souffrir autant. On doit sauver nos frères et nos sœurs. Partage-moi ceci, partage-le dans tes forums WhatsApp pendant que je suis en train de parler. Partage-le. Partage-le sur ta page en direct. Alerte les frères, alerte les sœurs. Les nordistes, lisons. Article 8. Nous devons tout faire pour que le Grand Sud du pays intègre que le Grand Nord forme un seul groupe ethnique et est musulman dans sa majorité. Article 9. Que l'idée d'une revanche des nordistes suite au coup d'État du 6 avril 1984 hante à jamais les âmes des nôtres. En effet, ce coup d'État était évitable, mais c'était une occasion de tapoter l'écran. Merci beaucoup. J'étais en train de lire l'article 9. Que l'idée d'une revanche des nordistes suite au coup d'État du 6 avril 1984 hante à jamais les âmes des nôtres. Article 10. Non, avant d'arriver à l'article 10. En effet, ce coup d'État était évitable, mais c'était une occasion de se débarrasser ou de débarrasser le pays des nostalgiques de l'ex-président et surtout de décimer. Que veut dire décimer en français facile? Décimer l'intelligentsia du Grand Nord pour notre conservation du pouvoir. Je m'adresse à cette jeunesse qui écume les réseaux sociaux chaque jour et qui vient battre en même temps la communication du parti au pouvoir en disant ben non, vous ne comprenez pas, ces gens sont importants, ils doivent rester là, on a besoin d'eux.
Sans les pères, nous sommes fichus, nous sommes morts. Ben non, on va vous rappeler, les amis, que vous vous leurrez, vous vous trompez amèrement. Ils ne sont pas vos amis. Ils sont là pour leurs intérêts, égoïstes et égocentristes. Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là, ils se regardent. Et tous sont eux aussi de gros ignorants. Article 10. Évitons tout éloge médiatique qui pourrait donner au peuple camerounais l'impression qu'un nordiste est capable d'exploits intellectuels. Les favoriser dans l'accès aux écoles de formation sous le prétexte de l'équilibre régional est un moyen sûr d'entretenir ce mythe du nordiste incapable. Tout politicien visible du Grand Nord doit entrer en alliance avec nous ou disparaître. Est-ce que ce qui est dit dans ce document n'est pas ce qui se passe au Cameroun? Exemple, Issa Chiroma Bakari. Exemple, Garga Manadji. Exemple, Dakole Daïsala. Exemple, Zachary Perevet. Ils ont attaqué le live sur TikTok. Oh, la honte. La honte. La honte. La grosse honte. Ils ont attaqué le live honteusement sur TikTok parce qu'ils ne veulent pas que nous lisons ce document. Vous qui êtes là, tapotez l'écran, partagez le live, les amis. Vous qui êtes là, partagez, tapotez l'écran sans arrêt, je vous en prie. Vous qui êtes là, les amis, tapotez l'écran sans arrêt, je vous en prie. Regardez ce qu'ils ont fait des écoles dans le Grand Nord. Merci beaucoup, mon frère Mbalad le Camerounais. Il fallait décimer l'intelligentsia du Grand Nord. Il fallait décimer l'intelligentsia du Grand Nord. C'était ça leur objectif. Ils ne sont pas avec vous. Réveille-toi, jeunesse camerounaise. Réveille-toi, jeune Camerounais, dont on se sert de toi à chaque fois. Réveille-toi, jeune Camerounais. Réveille-toi, jeune Camerounais. Bienvenue à tous les amis. Bienvenue à vous. Je vous pose la question aujourd'hui, répondez-moi en direct. Répondez-moi en direct. La jeunesse camerounaise aujourd'hui est-elle capable
de faire ce que Omunyobe a fait. Merci beaucoup, M. Mbalalo Camerounais. Ils attaquent le live sur TikTok injustement, méchamment. Mais je vais lire le document et rien n'y fera. Je vais lire le document. Merci beaucoup, Mbalalo Camerounais. Je te vois rapidement sur TikTok là. Merci. Allez, tu peux partager. Tu partages, tu tapotes, et c'est important. Merci beaucoup, mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du Grand Nord? Oh, jeunesse camerounaise, réveille-toi. Jeunesse camerounaise, réveille-toi. Toi, jeune Camerounais, qui chaque fois, on fait de toi ce jeune qui a pour mission simplement de venir chanter les louanges d'un parti politique ici, injustement au mépris des souffrances des hommes. Réveille-toi, jeunesse camerounaise. On se sert de toi. Réveille-toi, jeunesse camerounaise. On se sert de toi. Tu devrais aujourd'hui ressembler aux jeunes de l'UPC des années 40, 50, 60 et même 70. Tu dois te battre à être un jeune qui ne fera pas des choses comme certains. Allez, je retourne dans le document. Pour ceux qui vont me retrouver, soyez les bienvenus. Nous continuons la lecture et rien ne nous empêchera de continuer la lecture. Tout politicien visible du Grand Nord doit entrer en alliance avec nous ou disparaître. Que veut dire disparaître? Que veut dire disparaître? Donc disparaître, ça veut dire d'être mis à mort. Et il dit dans l'article 11, le cas de Mamadou Mota, vice-président du MRC, devra nous préoccuper au premier plan dans le plan de destruction du parti politique de ce Bamileke qui ose se placer sur notre chemin. Nous devons négocier une alliance stratégique avec Mamadou Mota. Autrement, nous confions son sort à leur lamido. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Tapotez l'écran et vous partagez. Ne gardez pas ça pour vous. Il faut qu'on éduque nos enfants là, nos petits frères qui sont sur TikTok, sur Facebook, pour nous bassiner les oreilles avec des commentaires à la con. Taguez-les d'ailleurs qui viennent ici. Écoutez. Article 12. Nous avons la chance qu'ils ne soient pas comme les Bamileke, nos ennemis virtuels. Article 13. Nous devons tout faire pour qu'un nordiste n'accède pas au pouvoir avant au moins 3 générations. Nous devons tout faire pour qu'un nordiste n'accède pas au pouvoir avant au moins 3 générations. Pensez les sardinards. Ah ouais. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils veulent absolument se maintenir au pouvoir, se cramponner au pouvoir. Pourtant, ils n'ont même pas le pouvoir. C'est l'Élysée qui a le pouvoir sur eux. Ils ne peuvent pas débattre. Ils ne peuvent pas se battre pour la liberté du Cameroun. Ils ne peuvent pas se battre pour l'indépendance du Cameroun. Ils se battent pour leur ventre. Et veulent maintenir le pouvoir en place. Parce qu'ils veulent manger. Se remplir la panse de Pétrus. Voilà ce qui les interpelle. Article 14. Alors que la peur d'un pouvoir bamileke n'est qu'une pure tactique. Écoutez très bien cette phrase. Alors que la peur d'un pouvoir bamileke n'est qu'une pure tactique. Alors que la peur d'un pouvoir bamileke n'est qu'une pure tactique de conservation du pouvoir. Alors que la peur d'un pouvoir bamileke n'est qu'une pure tactique de conservation du pouvoir. J'insiste sur cette phrase.
La peur d'un pouvoir nordiste est réelle. Et nous devrons considérer l'éventualité d'un pouvoir nordiste comme un péril grave. Article 15. Vis-à-vis des autres citoyens des nordistes, doivent être perçus comme des êtres incapables d'évolution politique et intellectuelle, des moutons pour être plus précis. Voilà l'objectif. Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Pour cela, nous devons veiller à ce que les élus politiques nordistes soient toujours illégitimes. Article 17. Frauder aux élections est le moyen le plus sûr. Ceci est rendu possible par l'absence du sens de l'honneur et de dignité chez les nordistes. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour s'étonner de ce qu'ils nous votent à 100% par endroit, mais leur localité reste dans la misère totale. Nous devons faire perdurer cette situation. Quel cynisme! Même le dernier d'entre eux devrait être convaincu que le changement de régime signifiera sa perte. Je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là aujourd'hui. J'en ai terminé. Je vous dis merci. Merci pour ceux qui attaquent mes lives de TikTok. Bravo. Vous aurez de grandes récompenses. Merci pour ceux qui attaquent les lives sur Facebook. Vous aurez de très grandes récompenses. Qui n'a pas compris quoi? Je réponds à la question et puis je m'en vais. Alors, bonne soirée à tous.